Bienvenue à Toun Ibraoui Qadri. Je rappelle que vous êtes président de l'association CELA, c'est bien ça? Oui, CELA pour la santé mentale. Pour la santé mentale et gynécologue. Gynécologue obstétricienne. obstétricienne. Ça c'est votre métier. Alors, à Toun Ibraoui Qadri, l'actualité, c'est pas un médecin que je vais dire ça, en tout cas qui est un opérateur dans le secteur de la santé, est dominé par le coronavirus. Oui. Alors, vous êtes venu sans gants, sans masque en tout cas? Oui, pas encore. Je n'ai pas encore je ne suis pas en état de panique. Pas d'état de panique. Pas en état de panique parce que ce n'est pas aussi facile d'attraper. Je passe ma journée à voir des malades. On n'a pas encore le corona. Il vient d'arriver. Il y a eu un premier cas déclaré, oui. Mais heureusement qu'il fait un peu plus chaud ici, donc c'est ça qui nous préserve selon vous? Ça nous préserve parce que le coronavirus ne vit pas au-dessus de 26 degrés, donc ça va, on a un climat pour et qui va venir. Et puis, ça ne court pas les rues, il ne faut pas en faire une panique, il faut faire attention, se protéger, changer notre façon de se dire, dire bonjour. Le chef de gouvernement, lors de son point de presse en début de semaine, il dit voilà que dorénavant, pour se saluer, il faut éviter de se serrer la main. Oui. Il faut dire salam alaikum, comme dans le temps. Éviter de se faire la bise aussi pour se dire bonjour. Oui. C'est ce que vous avez commencé à faire vous également? Oui, il vaut mieux. On n'a pas besoin de ça, surtout pour le moment. Vous pensez quoi de la réaction sur les réseaux sociaux à Toun Ibraoui Qadri, où des Marocains se sont dit dès que le premier cas a été déclaré de coronavirus chez nous, limite c'était un ouf de soulagement. Surprenant ou pas? Oui, parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait des cas qu'on n'avait pas déclarés, en fait. Les gens se disaient, oui, ils vont pas nous dire s'il y a des cas. Heureusement que ça a été déclaré et qu'on sait tout maintenant. C'est quand même fou de se dire, voilà, une fois qu'il y a un cas qui est déclaré, c'est limite être soulagé. Non, c'est surtout d'être sûr de la vérité. Parce que comme c'était partout en Europe, ils se demandaient pourquoi on n'a pas vu encore les cas arriver au Maroc. Et pourtant, on a des gens qui travaillent en Italie, on le sait. Et il y a une communauté marocaine, d'ailleurs, depuis 400 000 personnes en Italie, parce qu'effectivement, c'est un Italo-Marocain, maroco-italien, qui, en venant au Maroc, à Casablanca, et son cas a été identifié comme porteur du... Oui, mais il est en bon état, j'ai entendu ce matin, il va bien pour le moment. Donc pour vous, il n'est pas en mauvais état. Pour vous, les autorités publiques, le chef de gouvernement, le ministre de la Santé, discours rassurant vis-à-vis de... Oui, je pense qu'il faut les croire, mais on ne voit pas autour de nous. On est dans des cabinets, on ne voit pas autour de nous du coronavirus encore. Pas de panique, y compris dans votre clinique, il n'y a pas de... Non, pas du tout. On vit normalement dans le milieu médical pour le moment. Et ce virus, docteur? Oui. On sait qu'il est mortel, puisqu'il y a plus de 3000 morts aujourd'hui, 3155 d'ailleurs, je crois, pour être précis. Pourquoi il affole autant la planète? Sachant qu'il y a des virus, comme la grippe saisonnière par exemple, qui tuent beaucoup plus que le coronavirus. Et là, on a l'impression qu'en fait, la planète entière, c'est le retour de la peste, du choléra, et que tout le monde se dit, voilà, on peut demain mourir. Oui, on a peur parce que tout ce qui est nouveau fait peur, parce que ça se propage. Mais du point de vue nombre, franchement, avoir peur de 25 morts par mois du coronavirus quand on a 50 000 qui meurent d'accidents de voiture, c'est pas la peine, mais il faut se prévenir parce que ici, la prévention joue son rôle et peut nous protéger. C'est-à-dire que pour vous, se laver les mains, par exemple, régulièrement avec du savon, Ah oui, se laver les mains, ne pas éternuer en face des gens. Coronavirus ou pas, on n'a pas éternué devant les gens. On doit se couvrir lorsqu'on a tout le monde. Oui, normalement, mais encore plus maintenant. Il y a des gens qui ne font pas attention. Maintenant, ils font un peu plus attention, heureusement. Et mettre des masques quand on est malade. Mais ce premier cas déclaré chez nous, est-ce que pour vous, c'est quelque part un test aussi pour notre pays? Dans sa capacité à pouvoir effectivement maîtriser, éviter et limiter la propagation au maximum? Bien sûr, et on a l'impression que ça a été vraiment bien pris en main. J'ai entendu plusieurs fois les responsables du ministère de la Santé. Ils ont expliqué très bien les étapes de la contagion, qu'on peut avoir un premier cas comme ça
qui vient d'ailleurs. Puis après, il y aura l'état de contaminer à l'intérieur du pays. Là, ça sera autre chose, mais on n'a pas encore ça. Et tous les gens qui sont venus avec lui dans l'avion sont surveillés, ils sont en bon état. Et le fait d'avoir pris la décision, les pouvoirs publics ont pris la décision d'annuler un certain nombre de manifestations, comme le salon de l'agriculture à Meknès, par exemple. Ah oui. Pour vous, c'est une bonne décision? Pas seulement ici, partout, ça a été annulé parce que quand il y a une promiscuité, quand il y a beaucoup de monde, c'est là où ça peut se propager. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu pour ces grandes manifestations. Ouais, pour vous, donc, vous êtes pour? Non. Pour le fait d'annuler des manifestations comme le salon de l'agriculture? Oui, non, mais c'est normal. Une décision tant sage. Mieux, tant mieux. Parce que certains disaient, mais pourquoi on nous dit d'un côté on maîtrise la situation, il y a un seul cas déclaré, d'un autre côté on annule comme ça Même un certain nombre d'événements. On a plusieurs congrès médicaux en Europe qui ont été annulés. Parce que qui dit congrès dit des salles pleines. S'il y a un cas inconnu et qui donne son virus, on va être contaminé. Il vaut mieux. C'est la prévention. Donc c'est les méthodes de prévention actuelles. Pour se prémunir. Oui. Bon, on va après le coronavirus, parce que je rappelle que vous êtes président de l'association CELA pour la santé médicale. Pour la santé mentale. La santé mentale. Voilà, lapsus non révélateur. Oui. On va en parler, on va beaucoup en parler, mais je me dis aussi que Atoun Ibraoui Qadri, c'est aussi une citoyenne marocaine. Bien sûr. Engagée. Oui. Voilà, donc quand j'ai une citoyenne femme engagée, je me dis voilà, nous sommes dans un... Et qui travaille sur les femmes. Et qui travaille sur les femmes. Sauf que la santé mentale, c'est pas que les femmes, c'est non, bisexuel. La santé mentale, c'est autre chose. Je vous ai raconté. On en parlera tout à l'heure, mais sur le nouveau modèle de développement, est-ce que vous avez des choses qui vous interpellent aujourd'hui? Oui, surtout parce qu'on a la journée de la femme qui approche bientôt. On a fait un grand pas en avant du point de vue femme, c'est-à-dire les lois sont bonnes, mais il y a des lois qui ne sont pas vraiment appliquées. Le mariage, par exemple, des filles avant 18 ans. Vraiment, ça, c'est très lourd pour les jeunes filles et ça peut perturber la santé mentale. Et ça se fait, malgré la loi. 30 000 cas, en tout cas, cas de situation de mariage des mineurs en 2018, oui. Sachant que ça s'est fait par dérogation. Oui, ils font par dérogation. Et en toute légalité, c'est-à-dire c'est des dérogations légales. Oui. Voilà. Donc je veux dire, le mariage des mineurs n'est pas illégal. Il peut être immoral, je ne sais pas. Mais les dérogations, elles sont légales. On peut être critique sur les dérogations, mais en tout cas, c'est des dérogations qui sont légales. Non, elles ne sont pas légales parce qu'on a interdit le mariage avant 18 ans. On ne doit pas faire un acte de mariage avant 18 ans, mais on trouve toujours un moyen avec l'Adoul ou avec un médecin qui fait un certificat comme quoi elle peut se marier. On est venu me demander ça plusieurs fois au cabinet, de faire un certificat. De virginité? Non. Comme quoi, la jeune fille, elle peut se marier. Il n'y a aucune contre-indication à ce qu'elle se marie pour que l'Adoul accepte de la marier avant 18 ans. Dans le cas de mariage de mineurs? Oui. C'est-à-dire que dans le cas de mariage de mineurs, vous, en tant que gynécologue, là, en l'occurrence, vous avez été confronté à des situations où on est venu vous voir pour délivrer un certificat médical pour quelque part valider les aptitudes mentales, c'est ça? Non, physique, je sais pas. Physique. Il demande physique, il ne demande même pas mental. Et on ne demande pas l'avis d'une petite fille de 16 ans. Vraiment, actuellement, dans ces générations, une fille de 16 ans, c'est une petite fille. Elle est très jeune encore pour se marier. Mais vous avez eu des cas où les jeunes filles voulaient se marier? Ou vous avez eu des cas où... Ça existe, oui, bien sûr. Elles veulent se marier. C'est une question d'éducation, mais surtout à la campagne, parce qu'elles ont vu d'autres le faire. Mais en tout cas, il faut nécessairement l'avis et la validation d'un médecin et d'un gynécologue. Ou médecin, ou l'Adoul fait passer, parce qu'il a considéré que c'était faisable. Il se débrouille avec l'Adoul. Mais vous, Atoun Ibraoui Qadri, le fait que... Quand vous avez été confronté à ce genre de situation, le fait de délivrer un certificat médical... Non, je ne le délivre pas, ça va pas. Voilà, je sais pas, je vous pose la question. Ah, vous refusez, vous? Ah, bien sûr, je refuse. Parce que vous êtes dans votre droit. C'est quoi par rapport à Je leur dis, attendez, vous voulez la marier? Attendez ces 2 ans. Elle a encore 2 ans, elle a 16 ans, pourquoi? Et on vous dit quoi quand vous êtes confronté à ça? Ça ne leur plaît pas, probablement, ils vont trouver ailleurs.
D'accord. Et vous, ça vous gêne pas? Vous restez droit dans vos bottes sur Non, sur mais cette bien question-là? sûr, il ne faut pas être gêné. On ne peut pas tout accepter en médecine. On doit avoir un avis quand même, une idéologie qu'on respecte. Et en médecine, on a aussi une idéologie, il n'y a pas qu'en politique. Bien sûr. Ah, ben je sais pas. On n'est pas que des techniciens, comme quoi on apprend tous les jours. Vous réfléchissez. Oui. Et vous, en tant que gynécologue, sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui est sujet à débat, vous avez vu, on a passé toute l'année 2019 à parler de ça. Il doit y avoir une réforme d'ailleurs, un assouplissement vis-à-vis de l'IVG, vous, en tant que gynéco. L'IVG, avant tout, on a beaucoup de problèmes pour faire des IVG, déjà pour des enfants anormaux. Parce que comme la loi ne le permet pas encore, on est vraiment très embêté. Un enfant anormal qui n'est pas viable ou qui est un problème, malformation multiple, n'importe quelle malformation, c'est interdit par la loi. Donc, et comme il y a eu beaucoup d'histoires à ce niveau-là, les gynécos ne veulent plus faire les interruptions de grossesse, mais les pauvres parents, des fois, ils se prennent jusqu'en Europe pour aller faire une interruption de grossesse qui doit être légale. Ça, en premier. Maintenant, les interruptions de grossesse hors mariage, ça aussi, qu'est-ce qu'on veut? Si les gens ne vont pas se marier, on veut qu'il y ait un enfant naturel et qui souffre toute sa vie et qui fasse souffrir sa femme, sa mère, ça arrive. Des accidents, ça arrive. Et troisièmement, la liberté personnelle. À la limite, les gens qui sont croyants, pratiquants, qui ne veulent pas de rapport hors mariage, c'est leur affaire. Mais les gens qui ont décidé et qui sont libres de leur corps de le faire, ça, c'est une liberté personnelle qu'il faudrait qu'on respecte. C'est-à-dire que je devine assez facilement que le docteur Atoum Ibroui Kadri souhaite une réforme du code pénal et un assouplissement en matière de liberté individuelle concernant les relations sexuelles hors mariage. Oui. C'est ça, en fait. Mais d'un autre côté, je désire à ce qu'on généralise la contraception pour qu'il n'y ait pas... Je vous dis, je suis installée depuis très longtemps au privé. Avant, j'avais pratiquement une demande d'interruption de grossesse tous les 2-3 jours. Les gens venaient demander pour une grossesse non désirée. Maintenant, je ne les vois plus. Je vois une par mois peut-être parce que les gens sont plus conscients. Les femmes prennent une contraception. D'ailleurs, d'après les statistiques, il y a 3 femmes sur 4 qui prennent une contraception au Maroc. C'est magnifique. Donc ça permet d'avoir des... Ça permet d'être protégé. D'avoir des relations intimes, y compris en dehors du sceau du mariage. Même si, effectivement, même dans des couples mariés, il peut y avoir aussi la question de l'IVG qui se pose. Mais parce que je respecte la liberté personnelle et la liberté individuelle et qu'on soit libre de faire ce qu'on veut de son corps. Sauf que la loi ne l'autorise pas. Mais la loi ne l'autorise pas. Donc ça veut dire que parfois vous vous retrouvez aussi, docteur, contre hors-la-loi. Non, mais moi, les interruptions de grossesse, je ne les fais pas. Oui. Parce que je ne veux pas être hors la loi. Mais quand même, quand les gens viennent et je vois certaines situations, c'est quand même difficile. Surtout quand il y a une grossesse avec un enfant anormal. Maintenant, les autres, c'est pas toujours émouvant. C'est-à-dire, des fois, on se dit, mais elle aurait pu prendre quand même une contraception. Elle veut faire ce qu'elle veut. Je veux dire, les accidents de parcours, ça arrive? Oui, les interruptions volontaires de grossesse, ça, c'est dommage pour le corps de la femme, parce qu'une interruption de grossesse, quand même, c'est un acte chirurgical. Tout acte comporte un risque. Il vaut mieux ne pas approcher son corps avant de faire ses enfants. C'est pour ça que je leur dis... Ça, c'est dans l'idéal. C'est le monde des bisounours. Mais la réalité sociale, elle est tout autre. Voilà. Non ? Oui, malheureusement, oui. Parce qu'on enregistre quand même des cas relativement nombreux chaque année. Oui, il y a quand même le problème se pose, et puis il y a les relations de couple, on ne va pas en parler maintenant. Pourquoi ne pas en parler maintenant? Parce que il y a des... C'est humain, aujourd'hui il y a des standards. Les relations de couple, parce que beaucoup de jeunes filles se font avoir. Comment ça, ils se font avoir? On leur promet le mariage? Oui, on leur promet le mariage, elles y vont, et puis après, ça ne se fait pas, et donc...
Ça crée beaucoup de problèmes au niveau des femmes. C'est-à-dire qu'il faut déplacer le niveau de croyance aussi. Il y a la croyance spirituelle et puis la croyance aussi en soi avant de croire en l'autre et en des promesses pas forcément respectées. Oui. Il y a les croyances spirituelles et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été élevées comme ça et puis elles se font avoir et puis ça fait la culpabilité, ça fait les problèmes de santé mentale, ça fait les dépressions, donc on voit tout ça aussi. Il arrive parfois aussi que des hommes se font avoir, non? Les hommes? Ils se font avoir aussi, non, des hommes. Non, il n'arrive pas des cas où des fois des hommes se font avoir. Oui, qui entretiennent une relation cadrée avec une femme, les deux. Où il y a de l'intimité, et puis du jour au lendemain, on lui dit, je suis enceinte. Oui, mais parce que les deux ne connaissent pas très bien le problème, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent connaître les moyens de contraception et être vigilants quand ils décident d'avoir des relations intimes. Mais docteur Atoun Ibraoui, le fait est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on est en 2020, est-ce qu'il n'est pas légitime aussi de pouvoir disposer de son corps et de... Bien sûr. Comme on l'entend et se dire même, effectivement, il y a les moyens de contraception, mais que aussi, c'est important aussi de pouvoir vivre sa vie aussi normalement, puisque vous avez même fait un lien, vous, entre la restriction peut-être des libertés individuelles et des relations sexuelles en mariage, avec peut-être un impact aussi sur la santé psychologique et mentale de l'individu. Bien sûr, il faut avoir sa liberté de disposer de son corps, mais il faut aussi faire attention à son corps. C'est ce qu'on leur dit, nous, gynécos, faites ce que vous voulez, mais sachez que vous êtes obligés de prendre soin de votre corps. Donc, je ne veux pas d'enfant maintenant, je vais prendre la pilule, je vais prendre une contraception et je ne vais pas faire mal à mon corps. Parce que nous, du point de vue médical, on ne veut pas qu'il y ait des interruptions de grossesse avant le premier enfant. Voilà. Donc c'est une espèce de règle... Règle médicale, mais c'est assez médical. C'est pour qu'ils prennent soin de leur corps. Mais attends, je profite aussi de votre présence et le fait qu'on aborde ce sujet-là. Vous dites, voilà, ça fait longtemps que j'exerce en tant que gynéco. Oui. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution aussi, senti l'évolution aussi des femmes et des hommes ces 10, 20, 30 dernières années vis-à-vis de la sexualité? Parce qu'il y a aussi, je crois que ce qui est important, peut-être la pierre angulaire, c'est aussi l'éducation sexuelle. Oui. Voilà. Est-ce que les choses ont sensiblement évolué ces derniers temps? Oui, elles ont évolué et pas parfaitement. Parce qu'on continue à voir des gens qui viennent demander des certificats de virginité. Et c'est surtout les filles et leur mère. C'est pas l'homme. Au début, c'était le mari, le futur mari, ou après le mariage, le mari qui ramenait sa femme. Même après le mariage, parfois? Oui, c'est-à-dire avant la consommation. Avant l'acte. Avant l'acte. Mais là, maintenant, il y a dans certaines familles, c'est les filles ou leur mère qui viennent pour avoir le certificat de virginité. Et après le présenter au mari, c'est ça? Pour ne pas avoir de problème. Pour ne pas avoir de problème. Ouais. Est-ce que c'est propre à un certain niveau social, de catégorie de population, ou c'est toutes les populations et toutes les CSP, comme on dit? Ça existe dans toutes les catégories sociales. Est-ce que vous avez des gens qui sont très milieux... conservateurs et qui veulent absolument dire que... Non. Y compris de milieux aisés, comme on dit. Oui. Pardon? Y compris issus de milieux aisés. Oui, mais très peu. Les milieux aisés, beaucoup moins. C'est classe moyenne? Oui, classe moyenne et moins. Et moins des... Ouais. Mais quand vous dites c'est quelque chose en termes de tendance lourde, le volume est important de personnes qui viennent. Vraiment, ça a beaucoup diminué. C'est-à-dire, on a dû diminuer de 80%. De ce genre de demande. Donc il reste encore 20%. Et de 90% en IVG. Donc je vous dis, les demandes, ce qui venait au cabinet pour les deux a beaucoup diminué. Parce que les gens connaissent mieux les problèmes, ils se débrouillent mieux, et puis ils sont plus évolués. Et il y a des hommes qui ne demandent plus du tout ce genre de choses. Il y a des hommes qui continuent à vouloir... Mordicus, d'avoir le quitus, comme on dit. Oui. Pas le quitus fiscal en l'occurrence, mais le quitus, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Mais donc ça veut dire qu'il y a une maturité aujourd'hui en matière de sexualité. Est-ce qu'on parle librement? Est-ce que vous, quand vous avez des patients aussi, parlez assez facilement aussi de sexe et de sexualité, ou ça reste tabou? Non, c'est pas du tout tabou. On en parle facilement. Et là, détrompez-vous, dans les milieux peu favorisés, dans les milieux conservateurs, dans les milieux croyants pratiquants, on en parle facilement. Ah bon?
Oui. Beaucoup plus facilement que d'aller les autres milieux sociaux. Oui, parce qu'au fait, on n'en parle pas par timidité. Par contre... Quand on est face à un médecin, avec un médecin, on en parle plus avec facilement. un médecin, c'est par timidité si on n'en parle pas. Mais quand on est croyant, pratiquant, comme on considère dans la religion que c'est son droit le plus absolu d'avoir des rapports sexuels et d'être satisfaite, elle en parle très facilement. D'être satisfaite, vous avez dit. Oui. Ça veut dire quoi, satisfaite? Ça veut dire les exigences aussi, oui, et la performance sexuelle, parce que performance entre guillemets, mais oui, c'est tout à fait naturel et normal et légitime. D'accord. Oui. Et on vous dit ça les yeux dans les yeux, c'est-à-dire que oui, mais ça c'est légalement avec le mari. Légalement avec le mari. En présence du mari. Avec le mari, non, c'est pas en présence du mari. C'est-à-dire la sexualité est légitime avec le mari quand il y a eu un mariage. Bien sûr, on ne parle pas de ces choses-là quand c'est hors mariage. Comme on dit, la parole s'est libérée. Oui, elle est libérée maintenant, vraiment. Donc ça va, donc il y a plus de, parce que très souvent on associe sexualité à tabou dans notre société. Vous vous dites. Non, avec le médecin, pas du tout. Avec le médecin, pas. Mais avec le médecin et un couple officiellement marié. Oui. Voilà. Oui, mais je vous dis officiellement marié dans la société où les gens sont conservateurs ou croyants pratiquants. Mais sinon, les autres, ils peuvent parler aussi sexualité, même si c'est hors mariage. Oui. Donc en tout cas, la parole est libérée. Oui. C'est important de l'entendre parce que parfois on entend sexualité tabou, sexualité. Donc vous, en tant que gynécologue, qui avez des années d'expérience derrière vous, vous dites non, la parole est libre lorsque j'ai un couple. Avec un médecin, on ne va pas parler ça dans la rue. Non, en présence d'un médecin. Oui. Donc ça veut dire que quelque part c'est un indicateur qui est assez encourageant, avec un degré, c'est assez intéressant. Vous dites et de satisfait ou remboursé. Comme on dit vulgairement en marketing commercial, mais voilà, ce niveau d'exigence aussi, se dire voilà, je satisfaite, et donc c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est pas des choses qu'on pouvait imaginer en tout cas. Non, ça a évolué, je ne peux pas dire le contraire. Est-ce que les valeurs au sens large, et là je m'adresse à la citoyenne, beaucoup plus qu'à la gynécologue et la professionnelle de santé, tout ce qui est des valeurs communes au sein de notre société, il y en a qui disent voilà, elles sont pas alignées. Il y a ceux qui sont, il y a des valeurs, ceux qui prétendent en fait, qui légitimement ou pas d'ailleurs à un standard universel en termes de valeurs et de vision de vie et de mode de vie, et ceux qui sont beaucoup plus attachés et rattachés à des valeurs dites traditionnelles, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a des lignes de fracture. Oui, malheureusement, oui. On a dans notre société, on est très attaché à la valeur traditionnelle, mais on ne voit pas encore la citoyenneté telle qu'elle doit être vue, le devoir civique. Je crois qu'on manque d'éducation civique et on en a besoin. Et c'est dommage parce qu'on a un beau pays, on est en train d'évoluer. Quand on voit les chiffres du point de vue évolution, je vous parle de mon métier maintenant, on n'a plus beaucoup d'enfants. La femme fait 2,2 enfants par femme en âge de procréer, ce qui est comme les pays développés. Il y a moins de mortalité infantile, moins de morts en couche pour les femmes, mais on a encore beaucoup de problèmes du point de vue citoyenneté. Quand vous dites citoyenneté, c'est le valeur, parce qu'on revient toujours entre le rapport homme-femme. Non, je parle d'aller voter lors des élections. Voter, faire attention à son pays, protéger les biens communs, les biens communs de l'État. Vous voyez des fois du vandalisme, vous vous demandez pourquoi. Faire attention à ces rues, ne plus salir les rues, ne plus jeter. On a des plages magnifiques où il y a des ordures partout. Ils ont fait des espaces de jeu magnifiques. On voit les ordures par terre, mais pourquoi? Et il y a des poubelles. Quand il n'y avait pas de poubelles, on disait c'est pas leur faute. Vous notez aussi une détérioration de. C'est pas une détérioration, mais les gens ne sont pas. On dirait qu'ils sont pas conscients. Le problème du citoyen marocain, c'est qu'en dehors de chez lui, ce n'est plus à lui. Donc, ça n'a pas d'importance. Au fait, la rue nous appartient. On paye des impôts pour qu'on nous fasse la rue, pour qu'on nous fasse les luminaires dans les rues, mais il faudrait quand même... Pour vous, c'est quoi? C'est l'expression de quoi, ça?
le fait de détériorer des biens publics, comme vous avez dit. Parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est les leurs. Et c'est pour ça que je vous dis... Pas l'impression que l'État, que les pouvoirs publics s'occupent d'eux, répondent à leurs doléances. Oui, on a l'impression qu'il faut aller contre le pouvoir public. Mais le pouvoir public, on l'a élu, donc il faut aller élire son pouvoir public. Et puis, il faut vraiment protéger ce qu'on a dans notre pays parce que ça nous appartient. Et on est en train de payer des impôts pour l'avoir. Et plus on le protège, on aura mieux. Et il faut que ça continue. C'est intéressant que vous parliez de l'impôt. Et tout, mais parce que tout le monde, malheureusement, ne paye pas l'impôt. Peut-être que si tout le monde payait l'impôt, en tout cas toutes les personnes imposables, peut-être que la donne changerait. Oui, nous, en ce moment, ils s'occupent bien de nous, les impôts. On paye nos impôts, les médecins. C'est-à-dire la DGI s'occupe bien de vous? C'est-à-dire, non, il y a eu des réformes et des demandes, mais je crois que les médecins s'alignent maintenant. Bon, il y a eu beaucoup de révisions les années précédentes. Apparemment, il y a eu beaucoup d'abus aussi de la part de certains. Oui, probablement. De certains, mais pas d'autres. Oui, c'est-à-dire, il y a des gens qui payent et d'autres... Vous avez noté que j'ai dit de certains médecins qui, voilà, ou de propriétaires de cliniques, des cliniciens et autres qui... Oui, c'est ça le problème, c'est que... Oui. Il y a des gens qui ne payent pas correctement, d'autres qui payent. Voilà. Donc c'est pour ça il y a aussi l'incivilité fiscale et qui touche aussi la profession et les professionnels de santé. Ça c'est très important, il faut qu'on paye nos impôts. Sur l'éducation. L'éducation. Est-ce que vous avez... Voilà, est-ce que sur l'éducation, parce qu'il y a deux piliers d'ailleurs, il y a deux attentes majeures. Avec le groupe Le Matin, il y a des matinales qui sont organisées par thématique, en marge de la commission Nouveau Modèle de Développement. Et ce qui ressort, c'est 1, l'éducation à rénover, et 2, la santé, où il faut refondre le système. L'éducation, pour vous êtes parfaitement bilingue? Oui, je suis bilingue et j'estime que vraiment l'éducation, c'est faire la base. On veut se développer, c'est développer à la base, et la base, c'est l'enseignement. Quel enseignement? Parce que la question qui se pose, c'est quel enseignement? On veut tous un enseignement de qualité, mais quand on demande quel enseignement et c'est quoi la qualité de l'enseignement, c'est plus compliqué. Oui, la qualité de l'enseignement, c'est que tout le monde aille à l'école, et le bilinguisme est vraiment très important. Et quand il y a des forces politiques qui disent non, et qui dénoncent le retour du français comme langue d'enseignement, vous, qui êtes parfaitement bilingue... mais il faut être bilingue, il faut connaître et l'arabe et le français, et pour les gens qui veulent la mazir, oui, bien sûr. Un enfant, ça apprend très vite. Il faut lui apprendre. Et pourquoi ne pas profiter, si on a les moyens, qu'on leur apprenne 2, 3 langues, pourquoi pas? Et vous avez vu qu'il y a des partis politiques, des formations politiques qui sont opposées à la mise en place d'une langue internationale, en l'occurrence le français, comme langue d'enseignement. C'est pas normal qu'on connaisse le français, qu'on connaisse pas l'arabe. Mais c'est très bien qu'on connaisse et l'arabe et le français, pourquoi pas? Et l'anglais, si on veut. Vous trouvez normal, vous, d'avoir une éducation aujourd'hui, d'avoir une école à 2 vitesses, entre une école publique qui coûte pas cher, qui est quasiment gratuite, mais bon, et une école privée, voilà. Non, ça c'est dommage. L'école publique, c'est elle qui doit être travaillée chez nous. L'école privée, elle va très bien. L'enseignement privé va très bien. Mais les gens se saignent. Quand vous dites va très bien, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a de très bonnes écoles. Maintenant, au Maroc... Est-ce que toutes les écoles privées, selon vous, chez nous, sont de très bonnes écoles? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Il y a de très bonnes écoles quand même, mais les gens se saignent. Mais on a de très bonnes écoles aussi dans le public, hein? Pas beaucoup. Oui, pas suffisamment, mais il y a aussi pas suffisamment, parce qu'on n'a pas assez d'enseignants, et parce que, bon, il ne faut pas qu'on pense seulement à Rabakaza. Il faut penser au patelin. Et franchement, il n'y a pas assez. C'est dommage, parce que même dans les petits villages, on peut trouver des gens brillants et qui ont le droit d'arriver. Donc pour vous, il faudrait investir beaucoup plus d'argent dans le public? Bien dans sûr. L'école publique, où ça passe pas par suffisamment d'argent, mais ça passe par revoir certains. Il y a des propositions qui sont faites, comme Ahmed Reda Chami, le président du Conseil économique et social et environnemental, qui était là, nous disait il y a 1 mois et demi, il faut rénover le statut et revoir le statut de l'enseignant. Oui. Pour vous, oui. Il faut s'occuper un peu plus de l'enseignant et des écoles. Ils ont des conditions qui ne sont pas bonnes du tout. Et donc, vous savez, il y a quelques années, les gens qui demandaient le plus de certificats médicaux, c'était les enseignants, parce que des fois, ils ont des conditions telles, ça affectait leur santé mentale.
d'aller en cours. Il y a des salles de classe qui ne sont pas aérées, où il n'y a pas de fenêtre, bon, dans les petits patelins où on n'y va pas, et c'est dommage. Il faut vraiment aller s'occuper de ça. L'enseignement, c'est la base. On fait de bons citoyens en faisant un bon enseignement. Et sur la santé? La santé, oui, aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout le monde dit, voilà, les hôpitaux ne sont pas de bonne qualité, il n'y a que 60% des lits qui sont occupés, on n'a pas suffisamment de médecins par rapport au ratio proposé, en tout cas suggéré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de médecins spécialistes. Voilà. Donc il y a différents maillons faibles. On n'a pas suffisamment, c'est pas vrai qu'on n'a pas suffisamment de médecins, mais c'est la répartition qui est mauvaise. On a beaucoup de médecins dans les grandes villes, mais on n'a pas assez dans les petites villes. Et ça se comprend. Vous savez pourquoi le médecin n'a pas envie? Je suis médecin, mais bon, j'ai pas eu l'occasion, j'ai été diplômée il y a longtemps, mais si j'avais eu l'occasion d'être envoyée dans un patelin, la première des choses à laquelle on pense, c'est est-ce qu'il y a des écoles pour ces enfants? Et les médecins veulent bien aller dans les patelins, mais ils n'ont aucune infrastructure. Ni les hôpitaux sont vraiment bien faits, ni l'infrastructure scolaire pour les enfants, les envoyer à l'école, il n'y en a pas. C'est de ça qu'on parle aussi. S'il y a des écoles partout, les gens iront partout. Et tout, mais oui, il y a une décision qui a été prise il n'y a pas très longtemps par le Conseil de l'ordre des médecins. Oui. Pour autoriser les médecins du secteur public à exercer dans le privé. En fait, ça avait été mis en place il y a plus de 25 ans, c'était le fameux TPA, temps plein aménagé. Oui. Et là, c'est l'élargissement du temps plein aménagé. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Non, c'est dommage. C'est dommage. Vous êtes contre, vous? C'est dommage. Élargir, c'est déjà assez ce qu'ils font maintenant. Pas parce que je suis au privé et que je n'aimerais pas qu'ils viennent me faire la concurrence au privé, pas du tout, mais parce que et les malades prennent un coup, parce qu'il n'y a pas assez de gens différenciés. Et puis, l'enseignement de la médecine. On voit maintenant les gens qui sont diplômés de la faculté de médecine, le niveau n'est pas du tout ce qu'il y avait il y a 25 ans et 30 ans. Le niveau a baissé ? Ah oui. Et parce qu'ils ne sont pas assez pris en charge. Il n'y a pas d'exemple. Quand on a fait, nous, notre spécialité, notre chef de service arrivait avant nous, partait après nous. Maintenant, l'après-midi... Il se faufile. Oui. Ouais. C'est l'école buissonnière, comme on dit. Il n'y a pas grand monde. Je ne veux pas me dire, mais il y a certains services où il n'y a plus d'agrégés ou de professeurs ou de résidents qui sont là, qui doivent être là. C'est-à-dire qu'il y a une démission quelque part plus ou moins collective, en fait, au niveau du corps enseignant aussi, que ça... Oui, c'est-à-dire quand on ouvre la porte de santé. Du privé et que les gens ne sont plus là, il faut qu'ils fassent du privé. Parce que c'est une expérience à faire pour eux et pour les malades. Vous avez fait les deux ou vous avez fait que le privé, vous? Non, moi j'ai fait ma spécialité, puis je me suis installée au privé. D'accord, en ouvrant votre propre cabinet médical. Oui. J'ai travaillé à l'hôpital, puis je me suis installée au privé. Mais au fait, c'est bien qu'ils aient des journées ou des après-midi où ils travaillent au privé, parce que c'est bon pour eux et pour les malades qui veulent les voir, qui n'arrivent pas à les voir à l'hôpital, mais aussi il ne faut pas vider le CHU. On a besoin d'enseignants qui enseignent. On a du mal à trouver le juste équilibre entre en matière d'effectifs et de cohabitation entre le public et le privé en matière de santé. Oui, on a besoin d'eux. Même nous, au privé, on est amené des fois à leur envoyer des personnes qui ont besoin de leurs soins à l'hôpital, mais d'un autre côté, que ça soit complètement ouvert, c'est pas normal. En tout cas, voilà, c'est toujours d'actualité. On parle de la santé mentale? Oui, surtout. Présidente de l'association, c'est là, mais ouais, vous êtes à l'aise pour parler de tous les sujets qui font l'actualité. Hein. Oui, voilà. D'accord. Et donc pour la santé mentale, donc votre association, elle œuvre pour améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des personnes souffrant de maladies de santé mentale. De troubles de santé mentale. De troubles de santé mentale. Alors déjà, vous avez vu qu'avant, pour faire la transition, on parlait de santé, d'hôpitaux, CHU, de manque de médecins, de cohabitation entre le public et le privé. Il y a le fameux TPA, le temps plein aménagé, les problématiques liées aussi à des enseignants, des professeurs, de nouveaux professeurs chirurgiens santé qu'on envoie dans des régions et il n'y a pas forcément l'infrastructure pour pouvoir les accueillir, y compris avec des écoles pour leurs enfants.
quand on parle de santé mentale, on a l'impression que déjà, on n'a pas réglé la santé, qu'il faut parler de santé mentale et qu'il faut régler aussi les... C'est le parent pauvre de toute la santé. Ah bon? Alors, vous savez... C'est-à-dire que la santé mentale est plus malade que la santé tout court? Oui, la santé mentale, c'est-à-dire les institutions existent, mais on n'a pas assez de lits. Il y a à peu près 2000 lits sur tout le Maroc d'hospitalisation pour les malades mentaux. On a 300 psychiatres entre privés et publics. Vous imaginez, pour 35 millions d'habitants, ce qui est conseillé, c'est 1 pour 10 000 habitants. Par l'OMS? Par l'OMS, oui. Et on a 1500 peut-être infirmiers. Les psychologues, on sait qu'il y a 75 entre Casa et Rabat, mais on ne sait pas ce qu'il y a ailleurs. Vraiment, on n'a pas de personnel qualifié. Mais quand vous dites tous ces chiffres-là, ramener à la population, c'est-à-dire notre population de 35 millions d'habitants, c'est une chose. Mais ramener au nombre de malades. Est-ce qu'on a quantifié le nombre de malades, de personnes en tout cas, souffrant de maladies de santé mentale? Alors, je vais vous donner les chiffres qui ont été... C'est la seule étude qui a été faite. De 2003-2006 là? 2003-2006, mais on a 48,9% des personnes qui sont concernées par par un trouble psychiatrique. Pas malade. Pas malade, non. Voilà. Concernées, il ne faut pas s'inquiéter. Concernées ou qui pourraient être concernées tout au long de leur vie. Qui ont fait à un moment de leur vie un petit problème d'anxiété, d'insomnie ou autre. Mais l'insomnie, c'est une maladie mentale? C'est une insomnie. L'insomnie, c'est un problème de santé mentale, bien sûr. On n'est pas bien quand on ne dort pas. Oui, mais je veux dire, les insomnies, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive aussi. Oui, quand c'est constant, c'est... Ah voilà, quand c'est constant, quand ça s'inscrit sur la durée. Oui. Alors, mais par contre, je vais vous donner d'autres chiffres. Oui. On a 26,5% de personnes qui ont fait une dépression. On a 5,6% de personnes qui ont eu, des troubles psychotiques, type bipolarité, schizophrénie. Que 6% ou délire. 6%. 5,6%. Pourquoi je réagis par rapport à ça? Parce que quand vous dites 5,6% de personnes qui ont fait des troubles psychotiques, style un petit peu bipolarité, donc bipolaire, schizophrénie, c'est ce que vous avez dit? Parce qu'on a l'impression des fois qu'on nous présente comme une société schizophrène. Donc je me dis au final, il y a que entre guillemets, il y a que 5% qui ont eu des troubles de... Et puis, il ne faut pas s'inquiéter, c'est proche des chiffres à l'international, dans les pays développés, c'est-à-dire on n'est pas plus fou que les autres, on n'est pas plus malade que les autres. Mais pourquoi on dit qu'on est une société schizophrène? On n'arrête pas de dire, vous l'avez entendu comme moi, des centaines, voire des milliers de fois. Parce que nous, Marocains, il y a beaucoup de montrer et de cacher. C'est pour ça qu'on parle de schizophrène. Et il faut plus parler, il faut plus utiliser ces termes. Ça, c'est la stigmatisation des malades psychiatriques. Parce que c'est un langage courant, ça, de dire... Oui. Schizophrène, on est tous des schizophrènes, et les Marocains sont schizophrènes. Oui, mais alors les schizophrènes, les pauvres, c'est une maladie chronique, comme les autres maladies. Et il faut pas les stigmatiser, les discriminer et les montrer du doigt comme ça à chaque fois. On peut dire on a un dédoublement de personnalité parce que on peut jouer double jeu. Est-ce qu'on a tous quelque part en nous un dédoublement de personnalité des fois où on ne dit pas forcément la vérité, où on ne dit pas forcément ce qu'on pense dans des situations bien précises? Est-ce que ça, c'est des formes de dédoublement de personnalité? Oui, mais on utilise vraiment ce terme d'une façon qui est anormale et c'est dommage. Parce que d'un autre côté, on a des vrais schizophrènes qui sont très touchés quand ils entendent ça, qu'on parle toujours d'eux et en mal, en fait. C'est quoi la différence entre bipolarité et schizophrénie? Alors, la bipolarité, c'est une psychose où la personne a des périodes où elle est en poussée de manie, c'est-à-dire elle s'extériorise au maximum, elle rit beaucoup, elle parle beaucoup, elle peut pleurer, elle peut crier. Tout est dans l'excès. Et des périodes de dépression où elle se tait, elle ne parle plus, elle n'a plus envie de voir du monde. Voilà. Donc ça, c'est la bipolarité? Oui. Et la schizophrénie? La schizophrénie, c'est une maladie où on a un délire, on entend des voix, on se sent mal, il y a des gens qu'on n'aime pas, on voit des choses qui n'existent pas. Parce qu'il y a un trouble au niveau central. Donc c'est proche de la paranoïa?
Ou quand on dit une personne, on peut être elle est parano paranoïaque, par moment, mais c'est pas toujours la paranoïa. C'est un délire il y a des voix, il y a des choses qu'on entend ou qu'on voit et qui n'existent pas. Et qui n'a aucun lien avec un vécu, y compris très antérieur? Non. Non, médicalement, non. Pas, Ça peut se déclencher au fait à un moment de stress ou à un moment de prise de drogue. Ça se déclenche surtout à l'adolescence. À la fin de l'adolescence, en début d'âge adulte, c'est-à-dire entre 16 et 21 ans, 22 ans. C'est pas génétique? Il n'y a pas de prédisposition génétique? Il y a des familles qui ont plus de maladies psychiatriques que d'autres, mais rien n'a été prouvé encore. Donc vous, en tant que présidente de l'association CELA, qui a été créée en 2010, je crois savoir, ça fait 10 ans. Oui. Comment vous faites pour faire face à toutes ces situations-là, si on se réfère à cette étude qui fait référence quand même à un nombre conséquent de personnes qui seraient susceptibles d'avoir des troubles, en tout cas des maladies de santé mentale, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup. On a été présent au début à l'hôpital, beaucoup à l'hôpital. On a essayé d'améliorer les conditions de prise en charge. Vous savez, les malades mentaux arrivaient à l'hôpital, ils étaient hospitalisés, il n'y avait rien pour eux. Ils passaient la journée assis, à tourner en rond, à fumer. Donc, on a commencé par faire un centre d'activité thérapeutique pour les malades hospitalisés où ils font des ateliers, ils font de la gymnastique, du sport, ils trouvent des gens qui s'occupent d'eux. Et notre deuxième projet, et ça a été un centre de jour intermédiaire pour adultes et de gérontopsychiatrie qui est à l'intérieur de l'hôpital Razi à Rabat. Et ça a été fait par la Fondation Mohammed V sur ordre de Sa Majesté qui a aimé le projet. Et on a fait la première structure intermédiaire à Rabat pour ce genre de personnes. Parce qu'avant, les malades étaient hospitalisés, sortaient, allaient à la maison, leur famille, les parents travaillent. C'était la famille qui devait les gérer. Ils tournaient en rond, ils ne prenaient plus leurs médicaments, ils prenaient des drogues, ils rechutaient et revenaient à l'hôpital. Et là, ça fait une période intermédiaire pour eux de venir à la journée et d'être pris en charge par des psychologues, par des psychiatres et par des ateliers où ils s'expriment, ils font du théâtre, de la musique. Mais tout ce modèle-là a été pris en charge financièrement par qui? Par les pouvoirs publics, Ah, ça vous fait sourire, ça. Moi, j'aime bien parce que je me dis déjà, voilà, il faudrait plus d'infrastructures telles que celle-ci, parce qu'il y en a une à Rabat, je ne pense pas qu'il y en a dans d'autres régions du pays. Mais je veux dire, qui a pris en charge? C'est-à-dire avant la prise en charge médicale des personnes, la prise en charge financière du projet et de l'infrastructure. Alors, la financière, ça a été construit par la Fondation Mohammed V. D'accord. On a eu une grande aide de la région de Rabat. Et on a eu pas mal de dons. Donc la CDG. C'est un financement croisé. Oui, mais l'INDH nous aide et surtout, c'est les attentions de Sa Majesté qui nous aident beaucoup dans ce projet. La loi 71-13, il y a une loi? Oui. Il y a un cadre juridique? Alors, il n'y a pas de loi. Au fait, cette loi, c'était un projet de loi. Oui, moi j'ai vu un texte de loi 71-13 qui concerne les personnes porteuses d'un handicap sensoriel, moteur ou retard mental. 71-13 Oui, une loi. Il y a une loi qui existe concernant... Non, 71-13, c'est la loi pour la santé mentale. C'était un projet de loi qui a été déposé au Parlement. Oui. Et d'ailleurs, ça nous a fait bouger beaucoup, nous, les associations de santé mentale dans tout le royaume. On s'est organisé en réseau. On a fait un plaidoyer pour essayer de revoir cette loi et les médecins psychiatres, parce que cette loi se concentrait effectivement sur les droits de l'homme et le droit aux malades de choisir. Et de pouvoir être pris en charge. Mais ils avaient alourdi les techniques d'hospitalisation. Comment on peut hospitaliser un malade psychiatrique? C'est très lourd, déjà. C'est-à-dire, c'était quoi qui prévalait dans ce projet de loi?
Alors, pour les maladies psychiatriques? Ils se sont concentrés sur tout ce qui est institution, donc l'hôpital, l'hospitalisation non consentante, et puis tout ce qui est pénal vis-à-vis du personnel médical. Pénal? Pénal. C'est-à-dire, si le médecin fait ça de cette façon et pas de cette façon... Il y avait des condamnations? Oui, il y avait une punition pénale, que ça soit en amende ou en prison même. Et ça aurait vraiment été catastrophique parce que personne n'aurait plus fait de psychiatrie. Déjà, on n'a pas assez de psychiatres. Pourquoi il y avait du pénal qui était prévu? Je ne sais pas. Parce que je rappelle que ils ont essayé de changer la loi parce qu'on a une loi de 59 oui. Et ils ont essayé de la changer, mais ils se sont concentrés sur ça. Ils n'ont pas parlé du tout d'institutions intermédiaires, de la souffrance des malades, de leurs familles, comment les aider parce que les familles souffrent beaucoup. Mais comment on peut les aider les familles en l'occurrence? Alors, en créant des institutions intermédiaires où le malade peut aller. Des institutions intermédiaires qui seraient quoi? Publiques, privées, public-privé? Il vaut mieux qu'ils soient caractère associatif? Public et associatif, parce que ça coûte cher la maladie psychiatrique. Vous savez, certains médicaments coûtent 3 500 dirhams par mois. Les autres, 1 200, 1 300. Il y a les donc, médicaments les soins coûteux de nouvelle génération. Tout le monde n'a pas ces moyens. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi pour que tout le monde puisse savoir être sur le même pied d'égalité en matière de santé mentale pour les soins surtout et les la gratuité. La gratuité de la prise en charge. Gratuité, c'est possible, ça? Oui, c'est possible, mais dans l'ancienne loi, c'était prévu que ça soit gratuit. Mais là, actuellement, les gens qui ont des assurances, c'est les assurances qui prennent en charge. Mais on a beaucoup de problèmes avec les assurances et la mutuelle, parce que si l'enfant tombe malade après 18 ans, si on n'a pas déclaré la maladie avant 18 ans, il refuse de prendre l'enfant en charge. Ça, c'est pour la retraite des parents et pour la prise en charge de la mutuelle. Est-ce qu'il y a un lien, docteur, entre la santé mentale de personnes Est-ce qu'il y a un lien avec le niveau social, le niveau éducationnel? Du tout. Non. Du tout. Voilà. Du tout. On peut être, je vais dire ça comme ça, on peut a être dans les meilleurs et puis d'être atteint par des maladies des troubles mentaux. On a des gens très aisés qui ont des maladies mentales, comme des gens très pauvres qui ont des maladies mentales. Alors, dans les milieux pauvres, c'est un problème parce que il y a l'ignorance aussi. Des fois, ils l'emmènent chez le frère pendant longtemps avant de se décider parce que ils disent c'est le genoun. Donc, ils l'emmènent chez le frère le temps de l'emmener à l'hôpital et il se complique. C'est-à-dire, c'est bien de consulter quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faire de la prévention, parce que quand on les prend en charge au début, ça se passe bien. Et maintenant, ce qu'il y a de très important, c'est que l'abord de la santé, de la maladie mentale a changé. Maintenant, on pense au rétablissement. Dans les pays développés, il y a des centres de réhabilitation. Le rétablissement est possible. Le rétablissement est possible d'une certaine façon. Il faut savoir comment travailler. Il y a des spécialistes, des spécialités pointues pour aider le malade. Est-ce qu'on a des chiffres aussi là-dessus de réparation, du fait qu'on a de rétablissement? Alors, vous savez, avant, on pensait qu'un schizophrène ne peut jamais guérir. Maintenant, avec la réhabilitation, je viens de voir un centre en France, à Paris, ils me disent qu'ils ont une réussite à 80%. 80%. 80%, c'est-à-dire le malade. Avec une prise en charge maximale, en fait, donc avec tout un environnement structurant. Dans une structure de réhabilitation. Et là, vraiment, nous, on a préparé un centre, on travaille avec l'INDH, le centre est pratiquement prêt, il va ouvrir bientôt, un centre de réhabilitation. On est confronté au problème de pénurie de personnel médical et... Ça, c'est pour l'offre, mais je me dis pour la demande aussi, vous risquez d'être confronté aussi à un flux important de personnes et que vous allez peut-être pas pouvoir être en capacité d'accueillir tout le monde, non? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? On ne va pas avoir tout le monde, on est à Rabat. Oui, mais bon. Ça sera le seul centre aussi
de rétablissement au Maroc, on est bien d'accord? Oui, on espère qu'il y en aura d'autres. Quand tu as vu le niveau de personnes qui sont, le nombre de personnes, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un... Il y a un aussi qui se prépare à Casablanca. Ah, ben voilà. Avec la Ligue et Dr Agoub de l'hôpital. Donc, mais il faut penser aussi aux régions. Oui, bien sûr. Régions. Il faudrait que ça se généralise et que les gens commencent à comprendre la maladie, qu'on ne discrimine pas ces gens-là. C'est des malades, c'est une maladie chronique comme toutes les maladies. Elle ne touche pas l'intelligence. Il faut qu'ils comprennent. Un fou, oui, c'est un moins que rien, pas du tout. Il peut être plus intelligent que nous, il a des capacités. Plus affectueux aussi. Et comment? Plus affectueux aussi. Oui, il peut être affectueux et il peut être un citoyen à part entière s'il est bien pris en charge. Mais nous, il y a culturellement aussi, effectivement, quand on voit une personne qui présente comme ça des troubles psychologiques, on dit non, c'est un fou, c'est quelqu'un de dangereux, surtout t'en approches pas. Vous savez, les familles nous parlent que ce n'est pas seulement l'enfant, même sa famille elle-même. On les invite plus, ni eux ni leurs enfants, parce on connaît pas la maladie psychiatrique, donc on a peur. Mais c'est une maladie comme les autres. Un malade psychiatrique, on est tout le temps à l'hôpital avec les malades. On a de très bonnes relations avec eux. Il n'y a aucun problème. Là, je crois savoir qu'il y a il y a édition les semaines d'information sur la santé mentale. Ça va permettre de faire plus de pédagogie et de vulgariser la santé mentale. Mais j'ai vu que ça fait 31e édition. Je me dis, voilà, est-ce que ça, c'est porteur lorsqu'on décide pendant quelques jours dans l'année parce que c'est une semaine internationale, hein. Oui, c'est une semaine internationale de la schizophrénie. De la schizophrénie. Donc, le thème retenu, je crois savoir, c'est santé mentale et discrimination. Oui. Donc, est-ce que ça permet effectivement d'éveiller les consciences? On a un événement le 17 à Rabat pour un événement avec les malades qui vont chanter, faire une pièce de théâtre, qui vont parler et on va inviter les gens pour qu'ils voient que, c'est pas le premier, on en a fait plusieurs années, pour qu'ils voient comment ça se passe. C'est des gens... C'est un rendez-vous important pour vous? Ah oui, on essaie de le faire tous les ans parce que, juste pour que les gens comprennent que c'est des gens comme les autres, ils sont malades, il faut les aider plutôt que les mettre de côté. Ce qui est fou, c'est qu'avec aujourd'hui l'avancée du monde, les évolutions technologiques en matière de science, on en est là aujourd'hui où en 2020, Atoun et Ibraoui Kadri, elle demande simplement une chose, c'est qu'on puisse devenir plus humain, y compris à l'égard d'humains qui sont pas forcément comme nous parce qu'ils ont rencontré une difficulté dans leur vie. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'on est tous exposés. Notre famille est exposée. On peut avoir cette maladie tous les jours. Et là, c'est pour ça que je me dis que là, est-ce que la dimension spirituelle peut aider aussi à la compréhension et au non-rejet et à la non-discrimination? Spiritualité, c'est aimer l'autre aussi, c'est apprécier l'autre, c'est le respecter. C'est aussi ça la spiritualité. Oui, c'est-à-dire spiritualité dans le sens où on est réellement spirituel, pas juste les... Non, on n'est pas bipolaire face à la spiritualité. Là, être vraiment bipolaire, pas seulement faire les actes demandés par la religion et faire la prière et jeûner et être une personne à côté de sa plaque, non. C'est vraiment être spirituel, croire à l'homme, croire à son prochain, l'aider, essayer de le comprendre et essayer d'aider sa société. Parce que oui, ça peut être aussi un canal pour renforcer en tout cas la compréhension et l'information sur la santé mentale, pour pouvoir avoir des relations plus apaisées entre les malades et les non-malades. Oui, voilà. Ça c'est très important. Ça peut être très important et très intéressant. Oui, et pas seulement plus apaisés, et les accepter dans sa société comme n'importe qui, parce qu'ils peuvent se rétablir et ils peuvent être un bon citoyen comme tout le monde. La santé mentale et votre engagement pour cette association, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est la priorité de votre vie? Ah oui, oui, parce que sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Si on n'a pas sa santé mentale, on n'est pas en bonne santé, ça on le sait tous. Et donc, il faudrait qu'on essaie de garder sa propre santé et la santé aux alentours, la santé de ses enfants, faire de la prévention, faire attention depuis très jeune, surtout à l'adolescence,
à l'intégrité et l'équilibre de l'enfant. Le bien-être d'une société, parce qu'on dit qu'on est une société déprimée aujourd'hui, là, depuis quelque temps. Oui. C'est pour ça qu'on attend ce fameux nouveau modèle de développement. Donc le bien-être sociétal de la société passe par le bien-être aussi. Bien sûr. Et le rapport à la santé mentale. Le plus important, c'est la santé mentale. Et le débat, c'est bon pour la santé mentale? Bien sûr. C'est bon? Pour la santé tout court ou pour la santé mentale? Pour toute la santé, parce qu'on a besoin d'être bien dans sa tête et dans son corps. Merci en tout cas à vous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous. Moi, 100% femmes, l'Info en face pour toute la semaine. C'est important aussi pour moi et pour nous de pouvoir aussi aller sur parler de sujets dont j'ai pas l'habitude de parler au quotidien par rapport à l'actualité. Oui. J'ai vu vous parler d'économie. D'économie, de politique, de tout ce qui fait l'actualité, mais toutes les voix VOX ont le droit de citer dans cette émission au sein du groupe le matin. Donc voilà, donc c'était important pour moi aussi de vous accueillir et de vous remercier d'avoir accepté de débattre aussi sur un peu de tout, parce qu'on a parlé de santé mentale. On a parlé de tout. On a commencé avec le coronavirus, du nouveau modèle de développement, de liberté individuelle, de relations intimes, d'IVG, la place de la femme dans la société aussi. Voilà, une nouvelle forme d'exigence aussi de part et d'autre. Donc voilà, donc c'était important. Oui. Donc il faudrait que les autorités s'occupent de santé et d'enseignement, mais il faudrait que le citoyen aussi s'occupe de son pays et de sa citoyenneté. En tout cas, vous êtes citoyenne marocaine fière, engagée, vous. Bien sûr. Voilà, donc c'est important pour moi aussi d'avoir ce genre de profil aussi comme le vôtre en débat. Merci beaucoup et merci à vous. Merci à vous. Donc merci à Toum Ibraoui Kadri. Donc je rappelle que vous êtes présidente de l'association CELA. Pour la santé. CELA Blarbia. CELA Loissol, ça veut dire CELA Loissol, c'est-à-dire trait d'union, mais on n'a pas voulu alourdir le titre. Mais voilà, c'est dit, bon, pour la santé mentale. Et vous êtes gynécologue également. Oui. À votre compte. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est mon travail personnel avec la femme que j'aime. Merci en tout cas à vous. Bonne continuation et puis à très bientôt. Merci.